Bonjour, messieurs, dames. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir Caroline Sanchez Vicario, Valero, pardon, des cohabitations avec nous. Bonjour, Caroline. Bonjour André. Donc, vous gérez un beau projet pilote. En fait, vous avez beaucoup d'expérience en gestion des ressources, de l'énergie. Et là, donc, 15 ans d'expérience, vous allez faire un projet. Vous avez un projet pilote en cours très, très intéressant aux îles-à-Madeleine. J'aimerais qu'on en parle un peu aujourd'hui. Quelle est la problématique aux îles? C'est vraiment le pays du mazout, c'est un réseau autonome d'Hydro-Québec, hein? Oui, c'est ça, un réseau autonome, le seul qui fonctionne au mazout. En fait, les autres réseaux autonomes en milieu nordique fonctionnent quand même au diesel plus largement. Donc, un réseau qui fonctionne au mazout dans un espace qui est insulaire et avec donc une centrale thermique qui fonctionne également au mazout. Donc, les profils de chauffage dans le résidentiel sont, donc soit les maisons sont connectées à cette centrale au mazout, soit elles ont leur propre réservoir à mazout à la maison, avec une chaudière évidemment. Donc 50, beaucoup d'enjeux. à Hein? moitié des maisons, je pense, hein, aux îles Ouais, à peu du mazout. près, Oups. on pourrait dire à moitié-moitié pour simplifier là. Mais donc on a quand même un gros enjeu à la fois de décarboner ce chauffage-là, mais en même temps, on ne peut pas juste électrifier en changeant la tendance aujourd'hui au Québec est quand même de transformer sa chaudière en mazout en chaudière électrique. Mais là-bas, le problème cette solution ne résout pas le problème puisqu'on se branche à une centrale qui fonctionne elle-même au mazout. En fait, on finit par générer même encore plus de gaz à effet de serre avec Oui, cette parce que, conversion-là. corrige-moi, je crois que l'efficacité des centrales électriques au mazout, c'est peut-être 50-60% comparé à 80-90 pour les chaudières résidentielles, c'est ça? Ouais, c'est ça, la chaudière sur place, c'est 80-90. Je m'avancerai pas sur un chiffre d'efficacité pour la centrale parce que je m'y connais pas assez. Mais c'est sûr que de toute façon, en générant l'énergie plus loin de la maison, on a plus de pertes le temps que ça se rende à la maison. Donc, c'est certain qu'on finit par générer plus de GES si on produit à la centrale plutôt que de produire localement à la maison. Cela étant dit, je pense qu'il n'y a personne au Québec qui est très heureux d'avoir un réservoir au mazout dans son sous-sol, enfin, ou à l'extérieur, puisqu'aux îles de la Madeleine, il est disposé à l'extérieur. Donc, c'est quelque chose qui est quand même, ouais, dont les gens ont envie de se débarrasser, là, de façon générale. Oui, surtout que les fuites dans les sols ou dans le sol, c'est catastrophique. Je sais quoi, jusqu'à 100 000 à nettoyer. Ouais, ouais, on s'entend que c'est pas une énergie du 21e siècle. Ah, c'est ça. Puis là, ils ont installé deux éoliennes géantes récemment, mais ils ne peuvent pas électrifier toute l'île avec des éoliennes. C'est trop cher. Non, ouais, les éoliennes. Alors oui, il y a une question de coût là-dedans, mais il y a aussi une question d'équilibrage avec cette fameuse centrale qui est quand même là et qui sert de toute façon d'énergie de base là, d'énergie de. Je veux dire, ils peuvent pas dépendre seulement de De l'éolien. On l'éolien. sait pourquoi. C'est une énergie Intermittent. intermittente qui ne fonctionne pas tout le temps et pas toujours au bon moment non plus. Donc c'est sûr que la centrale est là pour rester. Ceci dit, l'équilibrage entre l'éolien et la centrale est quand même un enjeu. C'est Hydro-Québec qui opère ça, qui gère ça, du mieux qu'ils peuvent, j'imagine, mais c'est quand même un enjeu. Donc, il y a une limite aussi au nombre d'éoliennes et à la quantité d'énergie qu'ils pourront générer avec l'énergie éolienne. Ouais. OK. Alors, le but de votre projet, c'est quoi, vers le net zéro Madelino? De Ouais. réduire quoi, de 50% l'usage du mazout, c'est ça? Oui, on vise une réduction de l'usage du mazout donc dans le secteur résidentiel. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a? On a étudié le projet assez longuement, mais l'équipe technique ici chez Ecohabitation a en fait s'est dirigée vers deux options, deux éléments dans le projet. La génération évidemment d'électricité, enfin, en tout cas d'énergie renouvelable sur place. Donc c'est ce qu'on a fait avec les panneaux solaires photovoltaïques et l'optimisation de cette énergie-là qui est produite avec l'accumulateur thermique, qui est une technologie, en tout cas, qui vient d'Europe, mais qui est très, très, très peu connue ici en Amérique du Nord. Il y a un très bel article de la Maison du XXe siècle là-dessus, qui est très détaillé et parfait d'ailleurs à lire. Mais c'est ça, c'est une technologie assez nouvelle, innovante. On la teste dans le cadre des îles, mais en fait, elle serait parfaite pour le Québec en général. Oui, ben en fait, ce système-là, c'est pour les endroits où il y a un tarif de pointe élevé, hein, où les gens veulent stocker l'énergie. Et là, je trouve Mm-hmm. ça très novateur. Avant de parler du photovoltaïque et du stockage, parlons un peu des maisons. Oui. Aux îles, ils vendent constamment aux îles la Madeleine.
vous avez fait une analyse énergétique sur place à l'automne 2023, c'est ça? Oui, en fait, nous, on est dans un modèle de projet pilote. Donc, on a sélectionné deux maisons selon bon, des critères qu'on avait déterminés dans le projet. Donc, on est allé frapper à la porte des résidents et on a sélectionné deux maisons pilotes. Et on a fait l'analyse énergétique de ces maisons-là pour, en fait, comme toute, disons, bonne pratique en énergie et en évaluation énergétique, on veut d'abord savoir c'est quoi la consommation de base dans ces maisons et comment elle peut être réduite avant d'y installer des systèmes qui vont permettre de réduire encore plus ou d'optimiser. Donc c'est sûr que les maisons aux îles, elles sont dans un territoire qui est très venteux. C'est des maisons qui datent d'un certain nombre d'années. La plupart des maisons datent des années, si je ne me trompe pas, entre 70 et 4, même entre 60 et 90. Ces constructions-là, bon, ben, on le sait, l'isolation, elle n'est pas forcément optimale. On a retrouvé encore pour la petite anecdote, quand on a fait notre visite énergétique dans l'entretoit, on retrouve encore de l'herbe à outarde, qui était l'espèce d'algue qui était utilisée notamment pour isoler les toits là-bas il y a un certain nombre de temps. Donc on s'entend que l'isolation, il y a beaucoup d'améliorations à apporter à l'isolation des maisons là-bas, mais comme c'est le cas un peu partout au Québec aussi. Là. Donc, Ouais. Mais donc, qu'est-ce qu'ils avaient comme valeur R au grenier dans les murs? C'est des 2 par 4, j'imagine, ou même du 4 Euh, par 8? ouais, c'est des 2 par 4. On rentre un peu dans la technique isolation étanchéité. Je vous avoue que je n'ai pas la valeur R en tête des maisons. On a fait des tests d'infiltrométrie. Le taux de changement à l'air n'était pas non plus catastrophique. En même temps, c'est un peu fait exprès, ces maisons-là. Elles ont besoin d'aération aussi. Donc elles sont pas super isolées, mais c'est pas non plus, on n'a pas trouvé ça catastrophique non plus. Donc il y a du travail à faire pour réduire la demande, mais c'est des maisons qui sont pas non plus qui sont pas des passoires non plus complètes. Ouais, OK. Ben, c'est possible d'avoir les données techniques avant et après, ce serait intéressant. Ouais, Elles n'ont pas besoin d'échangeurs d'air avec les fuites non, constantes. non, Moi, de exactement. longue, je me rappelle pas c'est quoi le vent moyen, mais quand j'étais chez ma soeur qui est sur aux îles, il y avait toujours la fenêtre ouverte dans la salle de bain, puis whoop, là, même printemps-été, quand c'est frais. Ouais, non, c'est sûr que le vent là-bas est quand même un enjeu permanent, on va dire. Là. Ouais. Ben, j'ai trouvé intéressant, vous avez fait des mesures d'étanchéisation et c'était les hôtes de cuisine, entre autres, qui fuyaient. On a fait, donc quand on a fait le test d'infiltrométrie, évidemment, on est passé avec une caméra thermique un peu partout. Oui, bah, un peu, y avait pas de grande surprise, hein. C'est toujours les mêmes endroits, les jonctions de fenêtres-murs, les hottes aussi, en effet, certaines prises qui étaient mal isolées aussi et par lesquelles l'air s'en allait. Donc, il y a pas eu de grosse surprise quand on a fait cette analyse-là. On est sur des choses qu'on voit assez régulièrement au Québec. Mais on a fait le taux de changement à l'heure. Donc, j'ai pas le chiffre en tête. J'essaierai de vous le retrouver. Mais on va faire un autre test d'infiltrométrie parce on a fait quelques mesures. L'objectif du projet n'est pas de se concentrer sur l'isolation étanchéité, mais évidemment, c'est écohabitation. En tout cas, c'est dans les valeurs d'écohabitation de se concentrer quand même sur la consommation de base et la diminuer au plus qu'on peut au départ sans forcément faire des grosses dépenses. Donc, on a regardé ça et on a quand même une des grosses améliorations qu'on peut apporter aux îles, c'est en effet au niveau de l'entretoit où il y a beaucoup de pertes. Donc, on a fait quelques travaux d'isolation étanchéité dans les deux maisons au niveau de l'isolation de l'entretoit. Donc, les plafonds avec un polythène, on a reposé de la laine aussi pour augmenter la valeur de résistance thermique de ces endroits-là. Il y a une des deux maisons où on a un peu amélioré aussi l'isolation de la solive de rive parce que c'est des maisons avec sous-sol. Donc, disons que c'est les deux grosses choses qu'on a fait. On va refaire un test d'infiltrométrie pour voir les améliorations que ça a apporté de faire simplement ça. Hmm. Oui, souvent, on voit ça dans les vieilles maisons. Là, au sous-sol, les solives de riz sont exposés, donc Exact. accessible, c'est facile à sceller, on n'a pas besoin de détruire. Mais pour le plafond, l'entretoit, est-ce que tu dis que vous avez posé un polythène, non? Oui, on a défait les deux entretoits des maisons, enfin les deux plafonds des maisons étaient faits De une sorte de planche? faux plafond, des tuiles, une sorte de faux plafond qu'on a pu donc enlever. Donc on a reposé un polythène, reposé du gypse et dans l'entretoit on a soit remis de la laine neuve,
dans une des deux maisons. Dans l'autre maison, on a bonifié la laine existante qui était encore bonne. On a juste ajouté de la laine pour augmenter la valeur. OK. Ouais, ben ça, c'est génial. Il y a des vieilles maisons oui, qui ont des fois des genres de. Ouais, j'en profite pour faire une petite. Ouais, on est allé avec de la laine de roche standard. Profite de faire une petite note parce que ça aussi, c'est quand même un des enjeux aux îles. Par exemple, il n'y a pas de cellulose soufflée aux îles, c'est impossible d'en trouver. Il faudrait le faire venir du continent, c'est énormément de coûts. Et la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est parce que c'est quand même un enjeu aux îles aussi, le pourquoi, la rénovation à certaines limites aussi, c'est parce que bah, ils font tout venir du continent ou une grosse partie des choses du continent. Donc, ça a un coût supplémentaire. Il y a une étude qui a été faite par la municipalité d'ailleurs pour calculer un petit peu ces surcoûts de matière dont ils ont besoin. Si je me rappelle bien, on parle d'un surcoût de 25% pour tout, là, plus ou moins, quand on fait venir des choses. Donc, c'est sûr que ça amène, c'est une barrière en plus, en fait. On sait que les coûts sont toujours une barrière, là, mais aux îles, c'est un petit peu plus problématique encore. Donc, il n'y a pas d'entrepreneur qui souffle. C'est moins cher à faire venir la laine de roche, non, que la cellulose. Bah, j'imagine, là, il y a quand même un BMR aux îles là, qui est alimenté avec tous les matériaux de rénovation, construction qu'on peut trouver en général. Mais c'est juste que la cellulose soufflée, en tout cas, je suis pas, Pas je suis pas une pro de d'entrepreneur. la cellulose soufflée, mais ça vient avec un camion, il faut souffler. Tout ça, il n'y a pas un marché assez gros là-bas pour que quelqu'un puisse s'équiper avec ce genre d'équipement. Un entrepreneur pourrait s'équiper, mais c'est pas rentable, j'imagine, pour lui, là. Ouais, c'est vrai, c'est combien la population des îles, t'en rappelles-tu? C'est pas. 13 200 habitants à l'année. Ça monte à 50 000 l'été avec les touristes, là, mais c'est 13 200 à l'année. Ouais, OK, ouais, c'est pas, Mm. ça, c'est pas un gros marché, donc c'est pas évident. Non, c'est ça. C'est ça. Quand même assez loin du continent aussi. Exact. C'est une longue traversée en traversier. J'avoue. Oui, oui, oui. Puis il y a beaucoup de choses qui partent du port de Montréal aussi. C'est encore plus long. Là, c'est la CTMA qui fait ce transfert-là, là, qui part Effectivement. de Montréal ou de Québec. Ouais. Ouais. Alors, parlons de ces technologies. Vous avez posé quoi, une douzaine de panneaux PV photovoltaïques de 500 watts, 540 watts. Donc, c'est 6506,5 kilowatts. C'est une belle puissance de panneaux solaires. Qui finance le projet pilote? Alors, le projet est financé principalement par Ressources naturelles Canada et Hydro-Québec. On a aussi un peu de financement qui vient de la Fondation familiale Trottier et des caisses des jardins des îles, donc les deux caisses des jardins, caisse des Ramées et caisse de Havre Maison. Donc, c'est un projet qui a été déposé au départ auprès de Ressources naturelles Canada, donc il y a 2 ans maintenant, qui fait partie du programme Communauté Net Zéro. Euh, donc c'est ça, c'est eux qui financent ces travaux. Hydro-Québec a embarqué évidemment dans le projet aussi parce que bah, c'est eux qui opèrent évidemment la centrale là-bas et bah, ils sont très concernés par les enjeux énergétiques aux îles parce qu'il faut trouver des solutions pour limiter bah, l'usage de pointe aussi. En fait, les problèmes énergétiques qui sont aux îles se retrouvent aussi au Québec de façon plus large. Donc, c'est la gestion de la pointe qui pose problème et évidemment, de façon plus générale, la décarbonation parce qu'encore une fois, on chauffe au mazout, ce qui aujourd'hui est interdit en fait même au Québec. En tout cas, le remplacement des chaudières au mazout et des réservoirs est devenu interdit depuis 2023, là, la réparation. Donc, on essaye c'est ça, de changer la donne aussi là-bas. Là. Ouais. Mais c'est vraiment un beau projet. Les deux propriétaires de maison, est-ce qu'ils ont gagné une loterie? Ils sont chanceux d'avoir ces technologies-là, toute l'expertise. Comment les avez-vous choisis? Ouais, c'est un peu ce qu'ils nous ont dit quand on a eu fini d'installer les équipements. Ils avaient l'impression d'avoir gagné un petit peu à la loterie. On les a choisis sur des critères, en fait déjà des critères de type qui sont propres à la maison. On voulait choisir deux résidences qui étaient assez représentatives du parc immobilier majoritaire, on va dire, aux îles. Donc c'était beaucoup sur c'est ça, les années de construction et après sur des spécifications techniques plus en lien avec l'installation des équipements. Donc la possibilité d'un terrain pas trop arboré pour qu'on puisse poser des panneaux qui produisent correctement, la taille de la salle mécanique aussi, histoire qu'on puisse y mettre tout l'équipement solaire intérieur, donc l'onduleur, etc., qu'on ait de l'espace pour ça. Donc des spécificités ouais, c'est ça, un petit peu plus techniques pour être sûr qu'on puisse installer tout correctement. OK. Puis là, parle-moi un peu du stockage. Je vais montrer l'article, mais une des options, c'est de mettre des batteries au lithium. Moi, j'en ai deux dans mon sol, mais c'est très cher. J'ai seulement 10 kWh. C'est quand même bon pour quelques jours de bureau si on a une grosse panne à Saint-Adèle. Euh, Ouais. Eux, aux îles, est-ce que le stockage à changement de phase, c'est au lieu de batterie? Vous stockez l'énergie solaire électrique dans cette Alors, appareil?
Oui, on pourrait le penser comme au lieu, dans le cadre de notre projet, on a quand même installé une batterie au lithium parce que donc qui est couplée à l'onduleur, donc la production solaire s'en va sur la batterie Ah, avant d'aller vers les accumulateurs, tout simplement parce qu'on voulait éviter en fait, on voulait optimiser le plus de stockage possible. C'est sûr que les accumulateurs thermiques sont une bonne capacité de stockage, mais la batterie au lithium permet à l'onduleur de ne pas tomber non plus tout le temps en arrêt. En tout cas, il y avait une question d'optimisation avec l'équipe technique pour que le système soit vraiment le plus fonctionnel possible, hiver comme été. Évidemment, l'enjeu, c'est toujours la saison hivernale, parce que c'est là qu'on a besoin de plus d'énergie. Mais donc, on a quand même couplé ça à une batterie au lithium. OK. Puis je sais pas si tu as les kilowattheures ou tu me les enverras, l'ampérage, les trucs. La batterie, on a mis quand même 10 000 watts de batterie au lithium. Les accumulateurs, on en a trois. On a choisi d'en mettre un pour l'eau chaude sanitaire, qui est l'équivalent d'un 60 gallons. Je mets l'équivalent parce que ça stocke pas d'eau, hein, les accumulateurs thermiques, mais c'est pour se repérer. Et deux autres plus petits qui s'occupent de la boucle de chauffage des espaces. La raison pour qu'on en a mis deux, c'est parce qu'il nous fallait un débit suffisant quand même pour cycler au travers de tout le réseau hydraulique. Donc, on Ah, a eu besoin de deux plus petits accumulateurs. ah oui, parce que là, on ne chauffe pas juste l'eau de douche, par exemple, c'est des planchers, des plaintes radiantes, hein. Ouais, c'est aussi l'avantage, en fait, une des raisons pourquoi aussi l'accumulateur thermique à changement de phase est un petit peu arrivé dans l'équipe comme idée parce que aux îles, il y a beaucoup de chauffage hydraulique, évidemment, puisqu'ils sont chaudières au mazout. Donc, c'est une technologie quand même assez idéale pour pas avoir à remplacer tout le système de distribution d'air tout en électrifiant finalement le système de chauffage. Donc, c'était quand même, ouais, c'est une solution qui nous apparaissait assez cool pour ça, là. Ben, c'est cool de garder le système existant, c'est plus confortable, meilleur pour la santé et tout, hein. Oui, puis c'est un bon système de distribution de chaleur. Là, le système hydraulique, il s'en va partout, il est déjà là, donc pas besoin de le changer. C'est quand même un bon avantage. Ouais. Mais là, explique-moi comment ça fonctionne. Donc, c'est un petit chauffe-eau qui prend 4 fois moins d'espace, Ouais. puis un matériau à changement de phase qui fond avec la chaleur. Est-ce que c'est par une résistance électrique? Comment ça fonctionne avec la Ouais, PV? c'est exactement ça. C'est une résistance électrique, donc il y a un apport électrique qui peut être fait dans l'accumulateur. Le matériau à changement de phase, c'est un peu là que réside tout le pouvoir de cette technologie-là. C'est que c'est un matériau à changement de phase qui est comparable au matériau à changement de phase qu'on trouve dans les chaufferettes à main pour l'hiver. Donc, alors c'est sous forme de gel ou un peu liquide dans l'accumulateur en soi. Ça se charge avec l'apport électrique qui provient des panneaux solaires. La différence avec, en fait, on aime le comparer, pour que les gens comprennent bien, on aime le comparer à un chauffe-eau. Évidemment, c'est beaucoup plus que ça parce que ça se compare à un chauffe-eau, mais c'est 4 fois plus efficace. Donc, ça accumule 4 fois plus de chaleur dans un volume beaucoup plus petit. Non seulement ça l'accumule cette chaleur, mais ça la conserve beaucoup plus efficacement aussi parce qu'il y a très peu de déperdition de chaleur. Les terminaux, comme on les appelle, les boîtes, là, les accumulateurs thermiques, ils sont scellés sous vide. Donc, il y a très peu de déperdition de chaleur qui est faite. Ils sont extrêmement efficaces. Donc, c'est comme un espèce de concentré d'énergie qu'on peut garder. Finalement, un matériau à changement de phase, l'eau est un matériau à changement de phase. C'est le concept même du chauffe-eau qui accumule la chaleur et qui la redistribue. Sauf que avec ce matériel-là, qui est en fait un espèce de sel, c'est fait de façon beaucoup plus efficace et de façon beaucoup plus puissante. Donc, ça permet vraiment d'optimiser la production solaire qui, comme on le sait, n'est pas faite forcément au moment de l'utilisation de l'énergie. Là, on produit en journée, on utilise soit le matin, soit le soir. C'est un peu l'enjeu du solaire quand même, en tant qu'énergie renouvelable. Donc là, ça permet vraiment d'optimiser cette énergie-là, de la stocker pour l'utiliser au bon moment. Oui, puis quand on chauffe à l'électricité, si Hydro arrive un jour avec des tarifs de pointe pour tous, c'est pas le moment où on produit beaucoup d'électricité solaire, là, à la pointe.
la plus froide le matin 6 à 9 et l'après-midi 4 à 8 en fin de journée. Exactement. Et d'ailleurs, c'est l'usage, je le disais un petit peu plus tôt, c'est une technologie qui vient d'Europe. En Europe, c'est l'usage qu'ils en ont principalement. Là, c'est pour l'utiliser comme les tarifs sont beaucoup plus, Déplacer la disons, pointe. chers, ouais, plus acerbes sur les heures de pointe. C'est comme ça qu'ils l'utilisent. Là, ils stockent de Ouais. la chaleur aux heures de pointe, aux heures hors pointe, je veux dire, pour l'utiliser en heures de pointe. Ouais. C'est très excitant de voir ça arriver. Il faut remercier Patrick Goulet d'Énergie solaire Québec qui m'a parlé de ce produit-là. Donc, c'est un Ouais. produit britannique qui serait le meilleur au monde parce que les matériaux de changement de phase, moi, quand j'ai commencé comme journaliste, fin des années 80, début des années 90, il y avait M. Paris, je ne m'abuse, à Polytechnique, et puis professeur Feldman à Concordia. Ça fait des décennies quoi, qu'on étudie les matériaux à changement de phase pour les amener dans les bâtiments de façon rentable. Et semble-t-il que, en tout cas, c'est très prometteur. Mais là, sais-tu le coût de ce système-là qui équivaut aux 60 watts si quelqu'un, 60 gallons, 60 gallons, ouais. Oui, l'équivalent d'un 60 gallons, on parle de 4 500 $, je pense, à peu près. Donc, avant c'est sûr que c'est quand l'installation. même, ouais, avant installation, c'est sûr que c'est plus cher qu'un chauffe-eau, on s'entend. Mais le potentiel est beaucoup plus important. C'est aussi quelque chose de beaucoup plus durable. On sait qu'un chauffe-eau, en tout cas, quelque chose qu'il faut changer on va dire tous les 10 ans pour être conservateur. 15 ans, quand on tire un peu la corde, on sait qu'on a des enjeux d'assurance aussi avec les chauffe-eau parce qu'au bout d'un moment, les assurances ne suivent plus parce qu'il y a un risque réel avec ces appareils-là. Bon, les accumulateurs thermiques à changement de phase, ils ont été testés pour plus de 40 000 cycles. Ils sont garantis 10 ans de base et ils sont, en tout cas d'après la brochure promotionnelle du fournisseur, c'est quelque chose qui peut durer minimum 20 ans. Donc, et on parle même de beaucoup plus parce que, en fait, il y a très peu d'entretien. C'est une technologie finalement assez simple. Vous le disiez, le matériel en changement de phase, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. C'est un produit c'est de l'acétate de sodium en fait, donc il est inoffensif, non polluant, recyclable. Il a tout un tas d'avantages qui en fait une matière qui ne pose aucun problème environnementaux de première vue. Là. OK. Puis est-ce que vous avez fait des simulations pour voir, je ne sais pas si, est-ce que ça peut économiser selon les tarifs de pointe, je ne sais pas qu'il y aurait en Ontario, est-ce qu'on pourrait sauver 200-250 par année pour le rentabiliser en 20 ans? Ouais, on a fait des simulations, mais qui sont propres aux îles de la Madeleine avec le système qui existe là-bas, donc de subvention du mazout et d'accompagnement, parce que c'est comme ça que là, ça fonctionne sur les îles. Oui. On était capable de faire des économies quand même substantielles et du côté propriétaire et du côté Hydro-Québec qui, comme je le dis, finance une partie du mazout qui est fourni là-bas. Donc, on parlait d'économie. Encore une fois, je m'excuse, j'ai pas les chiffres en face de moi, mais les simulations, on les a fait il y a quelques mois déjà. On parlait d'une économie sur l'année d'un peu plus de 2 000 $ Du par 1000? maison. De 2000. Avec le terminaux seulement? Ouais, avec les trois, simulé vraiment selon nos conditions, c'est-à-dire avec les trois terminaux, on faisait des économies globales. Hein. Je parle vraiment côté hydro et côté propriétaire combinés de 2000 $. Ouais. Donc, c'était quand même pour l'année, hein, papa. Ouais. Azote et électricité. Juste la partie mazout. Donc, parce que l'électricité, les maisons qui chauffent au mazout avec des réservoirs sont quand même branchées à la centrale pour tout ce qui est lumière, etc. Là, mais pas la partie vraiment chauffage, donc eau chaude et chauffage des espaces. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là payent 4000 $ de mazout pour chauffer leur petite maison? Pour l'année, non. En fait, là, vous me prenez au dépourvu. J'ai pas les chiffres devant moi. Je pourrais vous revenir avec les chiffres Bien plus la voir, précis. la lire, ouais. Oui, bien sûr, on a fait les simulations en fonction de la production solaire, qui est très bonne en passant au Québec, là, qui est une production solaire qui est Ouais. tout à fait bonne. Donc, se baser sur évidemment des hypothèses là pour l'année, on arrivait à des économies quand même très intéressantes. Et donc, ce produit-là, l'accumulateur terminaux, serait rentable tout de suite pour quelqu'un aux îles qui veut l'acheter. Alors, la rentabilité, c'est quand même des appareils qui coûtent quelques milliers de dollars, comme on vient de le dire. Donc, la rentabilité Sauver, serait sur quelques années, là, quand même. On pourrait pas rentabiliser ça
en 2 ans. Je sais pas quelle est la rentabilité d'un chauffe-eau là normal, mais c'est sûr qu'on parle d'une période de rentabilité un peu plus grande, mais d'où la possibilité et c'est un peu la vision de ce projet-là, c'est de pouvoir développer peut-être une formule de financement ou de subvention qui viendrait d'Hydro-Québec qui permettrait d'améliorer cette période de rentabilité-là et de permettre aux gens de l'installer plus facilement, de donner un peu comment dire, le kick financier pour que les gens installent ce genre de technologie. Mais si c'est 4500 et on économise 1000 à 2000, donc on peut dire en bas de 5 ans pour rentabiliser déjà. Oui, encore une fois, il faudrait que je revienne sur les simulations. Je ne les ai pas devant les yeux, mais je pourrais vous donner ces chiffres-là précisément, l'économie d'énergie et d'argent qui serait faite. J'aimerais bien lire votre étude. Mais en même temps, oui, mais là, en fait, oui, là, ça paraît une période de rentabilité très courte, mais il faut savoir que nous, on a calculé la période de rentabilité sur tout le système, donc les panneaux solaires, parce qu'aux îles, encore une fois, l'accumulateur au Québec, sur le continent, pourrait être utilisé directement parce qu'évidemment, on s'approvisionne déjà d'une source d'énergie renouvelable qui est l'hydroélectricité. Aux îles, le problème est quand même très différent puisqu'il faut quand même qu'on trouve une autre source d'énergie autre que la centrale puisqu'elle fonctionne au mazout. Donc, à partir du moment où on installe un système solaire, on parle de coûts encore beaucoup plus importants, là, les Le panneaux. 2000 d'économie, c'est incluant le photovoltaïque. En fait, le 2000 d'économie, c'est ce qui est économisé grâce au Sunamp, grâce à l'accumulateur thermique. Mais il se compare à la somme générale, c'est-à-dire l'installation solaire, plus l'accumulateur thermique, plus les installateurs. C'est global, là. Donc, le retour sur investissement, il est à calculer sur l'ensemble de l'installation, pas Oui, juste sur l'accumulateur. ouais, parce que le PV, c'est quoi? 2,50 à peu près. C'est le kilowatt. Ouais, c'est ça. Mais, et puis, encore une 50 le fois, watt installé. Le watt, ouais. ouais, et encore une fois, on garde ça en tête. On est dans le contexte des îles de la Madeleine. Il faut déplacer tout ce monde-là là-bas. Il n'y a personne qui est sur place pour installer ce matériel-là. Là. Donc, c'est des coûts quand même qui sont. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on est allé chercher un financement et qu'Hydro-Québec nous aide là-dedans, ainsi que Ressources naturelles Canada. C'est parce qu'il faut des aides pour faire ça. Là, pour l'instant, on est loin de pouvoir multiplier ça et que les gens se le payent tout seuls, là, vraiment. Oui, mais l'an prochain, Hydro veut subventionner Oui, les tout à producteurs, fait. les autoproducteurs. Puis un électricien à apprendre à installer du photovoltaïque, il fait sa formation. Merci, bonjour. Oui. C'est Oui, c'est- oui, non, complètement. D'ailleurs, le développement de compétences dans le cadre du projet est quelque chose sur lequel on se penche aussi un peu. On essaye, on a l'installation, évidemment l'installateur solaire, il était pas des îles, on l'a fait venir de l'extérieur, du Québec, c'est un installateur québécois. Mais évidemment, on a travaillé avec les plombiers sur place parce qu'il y a un système de plomberie quand même à modifier un petit peu en lien avec la chaudière qui sert quand même de backup pour l'instant dans le système. Il y a des électriciens sur place exactement qu'on pourrait former là-dessus. Donc, il y a tout un aspect développement des compétences qui est aussi intéressant dans le projet pour vraiment rendre le territoire autonome à ce niveau-là. Là. Mhm. Puis là, vous êtes déjà dans votre deuxième hiver du projet pilote. Non, non, on commence, c'est le premier hiver. En fait, les installations viennent d'être faites à l'automne, là, l'automne qui vient En de passer. 2024 que vous avez installé, Oui, 2023. ouais, exactement. OK. Puis là, avez-vous un feedback des propriétaires? On commence à peine à regarder les données de production. On a eu malheureusement pas beaucoup de soleil au mois de décembre aux îles, donc on est en train de regarder ça justement, on va finir notre pré-analyse probablement fin janvier, début février, puis on va finir l'analyse hivernale à la fin officielle de l'hiver pour Hydro-Québec qui est le 31 mars, je pense. OK. Puis le rapport, il va sortir à l'été, à l'automne? Ouais, le rapport doit sortir à l'été, exactement. OK. Ben moi, je vais l'annoncer en mars. J'ai trouvé votre article vraiment passionnant. Super. C'est le fun de voir des technologies comme ça dont on parle depuis tellement longtemps qui répondent vraiment à des besoins spécifiques pour. Ouais, ouais, puis qui paraissent vraiment comme des solutions assez idéales à plein de niveaux pour les enjeux qu'on a ici. Donc, ouais, c'est assez excitant en effet. Mhm. Ben, Caroline, merci beaucoup d'avoir pris le temps cet après-midi. Comme je disais, c'était possible de lire vos pré-analyses et Ouais, je vous envoie ça. de bien voir. Puis peut-être quelques photos aussi, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, avec plaisir. Ben, merci beaucoup. Bon succès. Merci beaucoup. Merci André.